Bonsoir à tous et chacun, c'est l'heure de suivre votre émission bi-hebdomadaire, le rendez-vous pour en savoir plus sur l'actualité qui reste dominée par la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Cette situation qui préoccupe au plus haut point plus d'un acteur politique et pourquoi pas les restes de la population de la RDC et de ce coin en particulier. Pour ces numéros, nous avons le plaisir de recevoir, je l'appelle un habitué de l'émission Les Rendez-vous, il est toujours dispo. C'est M. Raphaël Bolikango, qui est secrétaire général du Parti de l'Unité nationale Puna. Il est aussi secrétaire exécutif permanent de FPAU. Avec lui, nous allons en savoir plus sur l'actualité. Bonsoir, M. Raphaël. Bonsoir, chère sœur, maman Adèle. En forme? Oui, nous sommes toujours prêts pour communiquer avec la population sur les enjeux et les activités politique. Des prime abord, comment se porte le Parti pour l'Unité nationale Puna? Le Parti de l'Unité nationale Puna en sigle se porte bien. Nous ne dormons pas sur nos lauriers. Son autorité morale, c'est Élisée Bokundoa, vice-ministre du budget. C'est l'autorité morale de notre parti. C'est son Excellence Élisée Bokumwana Maposo, vice-ministre du budget. Et c'est sa houlette que j'assume l'exécutif du parti en ma qualité de secrétaire général. Au niveau du parti, je vous dirais que nous avons fait des missions d'itinérance à travers les provinces, plus de 6 provinces. Nous avons essayé de jauger comment le parti, le quotidien du parti, comment nous rameutons nos militants afin de se préparer consensueusement aux échéances qui arrivent, je pense, 2023, comme constitutionnellement il est disposé. Voilà, Monsieur Raphaël Bolikango, à l'occasion de la célébration du 72e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté tant nationale qu'internationale, vous avez demandé la réhabilitation du feu Jean-Didier Bolikango, premier Congolais, membre du gouvernement Congo, Belge, Rwanda et Burundi, en qualité de pionnier de l'indépendance. Où en sommes-vous avec votre démarche? Madame Adèle, faire de Bolikango Jean-Didier à Kolokaka, pion de l'indépendance, il va de soi. Ce n'est même pas question d'examiner le dossier. Parce que ce qui était à la table ronde de Bruxelles et la vie politique, comment ça a été avant 1960, il n'est pas à décrire Papa Jean-Didier Bolikango. Il est parmi les premiers Congolais à assumer les fonctions de professeur d'université parce qu'il le fut à l'université de Gand en 1958-1959 sous le contrôle du professeur Bursens. Et ça, c'est au niveau intellectuel. Il a représenté l'enseignement catholique congolaise à l'exposition universelle de Bruxelles. Et comme vous l'avez dit, il est le premier Congolais à participer au gouvernement central Congo, Belge, Rwanda, Burundi. Donc en quelque sorte, vous êtes un peu frustré de la manière dont on a rendu des hommages dignes de son rang, hein, le premier ministre Patrice Emery Lumumba. Nous avons tous assisté à la cérémonie du rapatriement de sa relique. Madame Adèle, nous sommes unanimes par rapport à la consacration de l'héros, du héros national Patrice Emery Lumumba, en tant que vous savez que Patrice Emery Lumumba était unitariste, Bolikango aussi était unitariste, ils faisaient bloc ensemble au front commun des unitaristes. Donc dans l'idéologie, par l'idéologie, Bolikango et Lumumba avaient l'idée unitariste. Par contre, nos frères Papa Kasavubu et Papa Tchombe, et ils avaient les idées fédéralistes. Donc, idéologiquement, Bolikango et Lumumba, il n'y a pas eu de divergence. Sauf que, pour des raisons d'intérêt politicien, bon, au niveau de l'accession au pouvoir, il y a eu maintenant de méli-mélo, et ce qui fait que, malgré qu'ils s'étaient entendus, et qu'en dernière minute, les DGT ont changé d'individus, alors que c'était Jean-Didier Bolikango, connu de nous tous,
qui devait être président de la République. Mais madame, je vous dirais... Concrètement, qu'est-ce que vous attendez de ces gouvernements-ci en guise d'honorer, comme vous le souhaitez, la mémoire de Jean-Didier Bolikango, qui est votre papa? Notre plaidoyer, le plaidoyer au niveau de sa famille politique et de sa famille biologique est qu'on réhabilite dans le sens que on a déjà fait pour le président Kasavubu, parce que c'est lui qui était au pouvoir, une bonne chose. On en a fait aussi pour le premier ministre, Patrice Emery Lumumba, héros national. C'est bon. Mais nous avons fait le plaidoyer aussi, ici sur ce plateau, pour la famille Mpolo et Okito. Et vous voyez maintenant que le chef de l'État a répondu à leur désidérata. Mais maintenant, la liste ne s'arrête pas là. Parce que le chef de l'État, l'ancien chef de l'État maréchal Mobutu devait mettre en place l'ordre des pionniers de l'indépendance. Et les pionniers de l'indépendance, c'est un nombre bien déterminé. Ce sont ceux qui ont participé à la table ronde politique de Bruxelles. Je pense qu'ils sont à 33. C'est depuis Mobutu que ça traîne dans les tiroirs. Et je pense avec Félix Tshisekedi, le chef de l'État actuel, qui est aussi un de nôtres. Je pense qu'il doit tirer ces documents de ces tiroirs pour que, effectivement, qu'il signe une ordonnance mettant en place l'ordre des pionniers de l'indépendance. Et vous trouvez qu'il faut à tout prix honorer tous ces pionniers de l'indépendance? Parce que si le gouvernement arrivait quand même à faire ça, la ville sera envahie par de monuments et de mausolées de ces pionniers. Ça va faire de trop, vous ne trouvez pas? Madame, nous avons 26 provinces, nous avons 2345 km². Ce n'est pas les endroits. D'ailleurs, il le faut, parce que ce sont des endroits touristiques où il y aura le ministère du Tourisme, l'Office national du tourisme pour attirer les ficelles. Parce que nous allons regorger les souvenirs de ce pays. Madame, il va de soi. Parce que, est-ce qu'il faut seulement pour qu'on vous dise héros, il faut seulement qu'on vous tue? Est-ce que je ne sais pas, je ne maîtrise pas ce qui est vraiment écrit au sein du dictionnaire. Mais je pense que Bolikango est un héros, mais qui n'est pas mort par l'insinure, comme le premier ministre Lumumba. Bolikango est un héros parce que je vous dis, il a été victime de plusieurs cas, mais il a été toléré. Je vous dis, quand vous parlez de 1960, il a perdu les élections parce que c'était les élections présidentielles au suffrage indirect. Mais vous savez que la leçon est que depuis 1960 à ce jour et au jour à venir, on n'admettrait jamais dans ce pays pour que le président de la République soit choisi au second degré par les sénateurs et les députés nationaux, que nous doutons de leur probité morale pour la plupart. Donc vous voyez, nous on était victimes de ça, parce que si c'était les élections au suffrage direct, Bolikango allait passer le président de la République parce qu'il avait le soutien de Tchombe au Katanga, de Kalonji au Kasaï, de Weregemere au Kivu et tous les gens d'eau, les riverains, ils étaient pour Bolikango. Nous sommes victimes, nous sommes héros. Bolikango était héros parce que la population allait se venger aussi le jour où on a publié le président Kasavubu, mais il est sorti de son carcan pour calmer la population, d'être patient pendant les 5 ans à venir. Voilà, M. Bolikango, merci beaucoup pour cet éclairage. Nous osons croire que la démarche que vous venez d'entreprendre pour que Didier Bolikango soit réhabilité va aboutir à des résultats souhaités par... Ça va aboutir parce que la cause est noble. C'est le grand chef de Bangala au niveau du Nord-Équateur, au niveau de l'Équateur, du Grand Équateur. C'est lui le pourfendeur de toutes les activités politiques, même au niveau de l'enseignement. D'ailleurs, on l'appelait les sacristains de Belges. Et les souvenirs des Belges sont latents jusqu'à ce jour. Voilà, nous allons évoluer. Parlons un peu de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Après la feuille de route de Luanda, à l'Est de la République démocratique du Congo, la situation n'a pas changé. On parle toujours de la résurgence de combats entre M23 et FARDC. Ça ne va pas, ça continue à préoccuper la population. C'est comme si c'était un passe-temps. Madame Adèle, en matière de guerre, on sait quand la guerre commence, mais on ne sait jamais lorsque ça se termine. Dernièrement, j'étais sur ce plateau, j'appuie, et quand vous dites qu'il faut attendre les retombées de Luanda, mais ce n'est qu'à peine avant-hier que j'ai vu le chef de l'État retourner à la capitale. Bon, il y a le médiateur. Bon, j'avais appuyé ici sur ce plateau que pour la solution entre le Rwanda et le Congo, j'avais, à l'excellence, choisi la voie
politique et diplomatique. Mais c'est ce que le chef d'État est allé faire. Mais vous trouvez que ça valait la peine que le chef de l'État aille à Luanda pour échanger avec Kagame, à l'allure où semblent évoluer les choses et par rapport à la réalité de l'Est de la RDC? Mais lorsqu'on se bagarre, même dans une maison, on se bagarre, mais on se retrouve, ça valait la peine parce que l'Union africaine, dans sa charte, a prédisposé les règlements des conflits entre les pays, même au niveau des États d'Afrique centrale. Donc il va de coutume que les gens se rencontrent. Parce que je vous dis que même la Première Guerre mondiale, là, je ne sais pas comment ça s'est terminé, mais la Deuxième Guerre mondiale, ça s'est terminé toujours par des conciliations, par des consensus et par des différents échanges des colonies, tout comme ça. Vous savez même que le Burundi et le Rwanda étaient une colonie allemande, mais suite à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, par leur arrangement, ils ont compensé. Les Belges ont hérité du Burundi et du Rwanda de par les résolutions de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vous croyez effectivement à cette feuille de route qui a été signée par les 3 chefs d'État à Luanda en guise de la paix à l'est de la RDC? Bon, c'est la voie politique et diplomatique, mais nous n'excluons pas la voie militaire. Voilà. On ne peut pas dormir sur nos lauriers pour attendre. Les FARDC doivent aller de l'avant, ils doivent foncer. Et je pense qu'il faut qu'on organise vraiment. Donc il faut une option militaire. Mais le tout, parce que là-bas c'est pénal. Au niveau de nos 2 frontières là, c'est un acte pénal. Donc là, nous sommes pénalisés, nous devons réagir aussi pénalement. Mais de la main droite, nous allons faire des négociations politiques, diplomatiques, mais cette force-là interrégionale, bon, c'est question seulement d'être comme les polices militaires, hein, mais ils ne vont pas au front. Mais au front, c'est les Congolais qui doivent tenir compte, debout, comme l'hymne national le dit, debout Congolais, unis par l'effort, dressons nos fronts, luttons pour notre liberté. Pour mettre fin à la région des violences dans la partie est de la RDC. Oui, évidemment, Madame Adèle, tous les chefs de l'État. Donc vous êtes pour l'option militaire? Non, mais je dis que le tout, en attendant qu'on réglemente le conflit d'une manière politique et diplomatique, sur le champ de bataille, nous devons lutter parce que nous nous sommes agressés. C'est les carrés, les kilomètres carrés de nos 2345 kilomètres qui sont torpillés. Donc nous devons avancer jusqu'aux limites de notre frontière. Ce n'est pas que nous sommes entrés en Rwanda, mais c'est une légitime défense que nous devons reconquérir nos frontières telles que c'est résolu par les Nations Unies. Voilà, les chefs de l'État acclamaient haut et fort, si ça ne change pas, à tout prix, il faudra déclarer la guerre contre le Rwanda. Il a épousé l'idée de Muzito, vous le pensez, de l'opposant Muzito, Adolphe? Bon, je n'ai pas lu, je n'ai pas eu l'audio sur Muzito, mais c'est un problème de patriotisme de tout Congolais, de Congolais de tous bords. Nous sommes animés parce que nous sommes un grand pays, en superficie, en nombre d'habitants, démographiquement, donc en économie, en potentialité économique. Donc nous devons vraiment faire reculer ce pays-là, le Rwanda, qu'il reste dans sa périphérie et que nous demandons de notre. C'est comme on l'a dit l'autre fois, le chef de l'État dit il ne veut pas mettre des murs, il veut mettre des ponts. Mais je vous dis, s'il faut mettre le mur pour contrôler, je ne dis pas qu'il faut rompre les relations diplomatiques, mais s'il faut mettre des murs pour contrôler, réguler les entrées et les sorties, là c'est un bon feuilletage. Monsieur Bolikango, la feuille des routes est là, de Luanda. Elle a été décidée par les 3 chefs d'État, Tshisekedi, et puis le président rwandais Kagame et le président angolais. Mais vous pensez que tant que le Rwanda sera soutenu par des grandes puissances qui sont en train de lui fournir l'armement et l'appui logistique, cette situation va aboutir
à de fins qui puissent satisfaire plus d'un Congolais? Madame Adèle, il n'y a que le Rwanda qui est fort en management. Elle est soutenue, le Rwanda est soutenu par des grandes puissances et autres. N'empêche, cela n'empêche. Cela n'empêche, là c'est un marché, un commerce triangulaire. Là c'est un commerce triangulaire parce que le Rwanda est en train de s'accaparer illicitement de nos richesses pour aller vendre à ces multinationaux. Mais non, mais nous c'est le commerce direct. Nous aussi, nous devons appuyer notre diplomatie, nous devons appuyer non seulement la diplomatie en matière mais la diplomatie en matière d'accords commerciaux. Là, les grandes puissances soutiennent le Rwanda et ils ont maintenu, continuent à décréter l'embargo contre la République démocratique du Congo. Nous allons nous en sortir de cette guerre victorieuse comment? Là, je vous assure, madame, comme j'ai dit la dernière fois, là, il faut encore beaucoup de points. La RDC sera butée à une pénurie d'armement. Bon, il y a beaucoup de canaux. Nous aussi, nous allons prêter les canaux qu'il faut ipso facto pour que nous soyons ravitaillés. Et ce n'est pas les canaux qui nous manquent avec les différents voisins, pays avoisinants. Nous pouvons, s'ils sont 9 ou 10, on peut avoir même 6 qui vont nous faciliter aussi les canaux. Parce que on ne peut pas laisser aussi que les munitions du Rwanda transpercent notre superficie et qu'on reste bras croisés. Là, je pense que la communauté nationale ne va pas nous endormir. Et d'ailleurs, si je me rappelle un peu à l'époque... La feuille de route, je vous en prie. Pour dire, nous avons la capacité aussi de produire des armes. Si j'ai bonne mémoire, Mosé Laurent Désiré Kabila, au niveau de l'UNIKIN, on avait fait des bombes comment et on avait créé des bombes. On avait même Laurent Kabila, je me rappelle, il a bombardé même chez moi à Mongala, le port de l'Issala. Donc il y a capacité que nous faisons aussi nos armes. Nous avons des intellectuels, nous avons le cuivre ici au Katanga. On fait ça avec quoi? Ça ne sera pas des armes lourdes quand même. Pour faire face à un pays qui est soutenu par de grandes puissances comme le Rwanda, plus d'un Congolais trouve que la feuille de route, c'est un passe-temps, c'est une peine perdue, d'autant plus que le Rwanda a le soutien des grandes puissances et autres. Madame, c'est ce qui est impérieux. Madame, je pense que pendant que nous luttons comme en traditionnel... Si on prend les choses à la légère, nous risquons de perdre l'Est de la RDC. Il y aura balkanisation à tout prix. Vous ne trouvez pas? Là, je ne suis pas sûr qu'il y aura balkanisation. Au moment où nous sommes en train d'enregistrer cette émission, vous savez que les armes sont en train de crépiter à l'Est de la RDC. Ça a toujours été ici, madame, s'il faut le dire. Aucun changement malgré la présence de cette feuille de route. Madame, je vous dis c'est impérieux, mais malgré tout, il faut savoir que cette guerre de Rwanda a commencé sous Mobutu à partir de 1984. Et tous les chefs de l'État qui ont passé n'ont pas fini cette guerre-là. Mais nous chargeons le président Félix Tshisekedi, nous sommes derrière lui, nous savons qu'il y a moyen aussi d'en terminer un jour. Parce que vous savez ce qui s'est passé entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Hein? L'Érythrée, quand il a pris, il s'est surchauffé et il a pu quand même aujourd'hui à une bonne relation entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Je pense avec Rwanda, nous devons pousser les Rwanda comme Maëlle, les gens Maëlle et les journaux Mbouza Mabé en veut faire. Nous devons d'abord récupérer et recadrer la coopération d'une manière prompte. C'est dans des circonstances ou conditions difficiles et complexes que le chef de l'État, Félix, a trouvé ces pays. Mais ça fait partie des raisons de ces difficultés, de ce qui lui empêche de décoller sans problème. Maman, là, vraiment, c'est une évidence. C'est des bâtons sur les roues. Ça, c'est vraiment parce que vous savez, l'Est du pays, avec parce que ces efforts par les biais de la diplomatie régionale sont salués, mais la paix à l'Est de la RDC, c'est ce qui reste jusqu'à maintenant pour lui, comme on le dit, morceau dur à croquer. Il le sait, mais nous l'encourageons. Nous savons qu'il aura le tact pour saisir le bon et le bon côté. Donc là,
nous avons toutes les capacités parce que nous avons les experts en balistique, surtout quand vous dites... donc on peut... Ça dit que c'est question d'avoir une usine de fabrication des armes propres à nous ici au Congo, avec toutes ces matières que nous avons tout ce qu'on fait pour les armes ici, y compris ce que même eux vont faire avec l'uranium, tout consommé. Nous avons tout ici. Il suffirait, madame, de recourir à nos experts qui sont à la diaspora. Au niveau de la diaspora, il y a des professeurs, des spécialistes de cette histoire-là qui viennent ici avec la connaissance qu'ils ont acquise là-bas, qui viennent ici et on leur donne les moyens. Nous allons fabriquer les armes ici, même avec les Kalachnikov seulement. On va entrer là-bas parce que il suffit seulement en nombre. Si un combat à la coréenne, comme le fut Jean Maël et Moussa Mabé, si un combat à la coréenne, il ne saura pas. Mais le Congo, avec tout ce qui rejoint comme potentialité naturelle, le Rwanda n'a rien à hypothéquer plus que le Congo. S'il faut hypothéquer, nous allons hypothéquer nos matières premières pour que nous terminions cette guerre. Et voilà. Il va de soi. Pour l'IDPS, l'avenir du Rwanda et du régime Kagame repose entre les mains de Félix Tshisekedi. Vous partagez ces points de vue ou cette opinion? Oui, je partage ça, maman. Si réellement, si les militants de l'IDPS soutiennent cette version, moi, j'y fais mien, j'adhère à cette option parce que pratiquement, si nous ne parvenons pas à extirper les M23, alias forces rwandaises de notre sol, ça sera difficile pour que nous allons aussi aux élections. Parce que qu'est-ce qu'il faut sécuriser d'abord le pays ou bien il faut aller aux élections. Donc, il faudrait que tous les Congolais soyons unanimes que nous extirpons d'abord cette histoire de M23 accompagnée des forces rwandaises là dans isolées et après nous allons faire des élections. Il ne faut pas qu'on fasse encore des élections à demi-teinte où certaines provinces ne sont pas prises en compte. Pour votre formation, un militaire FARDC s'est plaint et dénonce la mauvaise organisation tactique au front. Ça aussi c'est un problème. Oui, là, on ne peut pas s'en cacher. Et il faudra la réorganisation des forces, de nos forces armées. Là aussi, il faut aussi extraire d'abord tous ceux qui sont de nationalités douteuses dans les services de commandement et des renseignements. Et aussi, il faudra à la longue qu'on essaie un peu de faire, vraiment qu'on mette en application la mutation des troupes, qu'on prenne ceux qui étaient au Congo central, à Mongala chez moi, prenez-nous, les gens de Mongala, de l'Équateur, envoyez-nous là-bas. Faites-nous sortir les origines de Kivu là. Envoyez-nous les Bangala et les Balouba là-bas. Faites sortir les Kivusiens là. On va terminer cette guerre-là. Parce que vous savez, nous sommes des Bangala, on va seulement les chasser du pays. Voilà, merci, les messages passés. Parlons élections en République démocratique du Congo. La centrale électorale est en train de procéder à des séries de concertations avec le parti politique. Vous êtes du parti Le Puna, secrétaire général. Vous étiez aussi consulté par la centrale électorale? Jusque-là, au niveau de notre service, de notre secrétaire permanent, je n'ai pas encore été signalé de la descente de la CNI, mais ils sont en cours de concertation toujours avec certains partis politiques. Mais là, je ne sais pas, parce qu'au niveau du Parlement, je n'ai pas ouï dire la résolution finale par rapport à la loi électorale, parce que c'était allé en seconde lecture au niveau du Sénat. Bon, ça devait retourner à l'Assemblée nationale, mais la session parlementaire de mars a été clôturée, mais je n'ai pas vu la loi électorale rectificative être adoptée et promulguée, publiée. Voilà. Donc là, nous devons essayer d'attendre. Comme j'ai dit l'autre fois, nous espérons que nos représentants vont nous donner à la population une loi impersonnelle qui sera convenable pour tout le monde. Que faire alors exactement pour avoir des bonnes élections
éviter des conflits post-électoraux par rapport au scrutin de 2023. Mais le schéma que nous sommes en train de dire que l'innovation qui entraîne que c'est les bureaux de vote et les centres de vote qui est au cœur des résultats, les résultats indéniables. Donc les résultats du bureau de vote et du centre de vote doit toujours être indéniable et ne pas être perturbé. Je pense que c'est là ça permettra aux candidats qui iront en contentieux d'avoir des éléments fiables. Il faudra qu'on mette les bulletins de vote, les résultats des bureaux de vote et les résultats des centres de vote à la disposition des acteurs en présence. Et je pense là, ça sera une bonne chose, au lieu d'aller, comme ça est de coutume, on envoie des tas, des bulletins, des résultats au niveau des bureaux d'archives, on commence à soutirer, là il y a de la tricherie. Donc il faudra que effectivement le bureau de vote et les centres de vote soient le centrifuge des résultats. Parce qu'on parle des élections, vous trouvez que le gouvernement et les parlements sont en train de donner à la CENI des moyens financiers et législatifs suffisants en guise d'organiser ces élections sans embâche? Madame, vous savez que nous ne sommes pas dans notre première élection. Nous sommes, je pense, aux troisièmes élections. Il y a eu 2006, surtout 2018. Pour respecter les délais. Là aussi, c'est toujours pareil. Quelles sont les élections? On avait respecté les mandats ici. En 2006, il y a eu glissement. En 2011, il y a eu glissement. En 2016, il y a eu glissement. En 2018. Et il y a des contraintes. Non, mais ces régimes, quand même, prennent les changements. Il faut se distinguer. Il ne faut pas copier les erreurs passées, de cycles passés. N'empêche, madame, il y a toujours des contraintes impératives. Il y a le Covid, il y a la guerre de l'Est. Et ça nuit un peu à la régulation des finances publiques en matière de recettes. Ça aussi. Et puis même en matière de dépenses, il y a les dépenses d'urgence qui vont aller vers la guerre. Et voilà. Et il y a les états de siège, les deux provinces qui sont en état de siège. Il faut les alimenter pour qu'ils gagnent et que l'état de siège soit concluant afin qu'on arrête avec ces états de siège. On ne peut pas... Un problème de durée, même un problème toujours de durée. C'est ça qui entraîne. L'état de siège, combien de durée? Quelle est la durée? Ça continue. Nous avons cette force-là, la force interrégionale qui vient avec les Kenyans là. Bon, quelle est la durée? Quel est le nombre des militaires? Quel est le champ d'action? Là aussi, c'est un problème. Parce que c'est comme la MONUSCO qui s'éternise ici. On doit quand même essayer de réguler ça. La MONUSCO, c'est devenu comme... une seconde nation pour eux, la MONUSCO. La MONUSCO, jusqu'où? On doit quand même avoir un timing pour ces forces-là. Le message est passé. Parlons de l'Union sacrée. Votre parti politique, Puna, jusqu'à maintenant, est fier de se retrouver au sein de cet ensemble politique, l'Union sacrée. Naturellement, nous, le Puna, nous sommes d'abord, nonobstant toutes ces plateformes, nous sommes d'abord alliés naturels avec l'UDPS. C'est depuis Belle Lurette, depuis le temps passé, le parti de Étienne Tshisekedi et le parti de Jean-Didier Bolikango sont des alliés naturels. L'Union sacrée fissurée, l'Union sacrée désorganisée, l'Union sacrée, vous évoluez de façon dispersée, ainsi de suite. Et entre vous, il y a de différents... Au moment où les élections pointent à l'horizon, vous irez aux élections de cette manière très, très dispersée. Vous ne parlez pas les mêmes langages au sein de l'Union sacrée, mais non. Il y a de ces partis, nous craignons que quelques jours de la tenue des élections qui puissent sécher l'Union sacrée. Vous ne trouvez pas? Madame, j'en trouve. Mais je vous dis que l'Union sacrée est bâtie sur base de mosaïques. Mais au début, là, je vous dis que nous, le Puna, nous sommes alliés naturels d'UDPS. Et nous avons notre première forme qui sont les forces politiques et sociales alliées du DPS. L'Union sacrée devient l'Union salée et après ça sera amère. Et nous, les FPAU, nous avons composé avec les amis qui sont sortis de l'ex-Kingakati
nous avons créé l'Union sacrée. C'est pour vous dire qu'il y a toujours une addition. Il y a le Pouna du DPS, il y a les forces politiques à l'UDPS qui font bloc, et nous avons composé avec les ex-Kingakati. Et si aux élections, par exemple, si aux élections mais il y a toujours des gens qui ont quand même les agendas cachés. S'il vous plaît, si en 2023, Félix Tshisekedi postulait en candidat indépendant, vous serez lésé, vous, de l'Union sacrée? Madame, qu'il soit élu comme il serait élu, il serait réélu, qu'il soit réélu comme candidat indépendant, qu'il soit réélu comme candidat de l'UDPS, il serait le président de la République, chef de l'État pour tout le Congolais. Donc nous, notre problème, c'est que Félix soit réélu pour continuer notre projet de société et qu'à la fin de son deuxième mandat, la population... Ça ne sera pas renier ou remercier à monnaie des singes le parti qui ont adhéré en l'Union sacrée? Non, madame. Si seulement si le chef de l'État postulait en candidat indépendant. Non, madame, l'Union sacrée en soi, c'est la vision, c'est l'accompagnement, c'est une association d'accompagnement de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Et ce n'est pas d'une idéologie quelconque, c'est la vision du chef de l'État, Tshisekedi. Mais c'est comme on entre, c'est comme on sort. Mais le bateau continue son bonhomme de chemin. Hein. Nous allons continuer jusqu'à bon port avec ceux qui seront fidèles dans la vision, dans l'exécution de la vision du chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quel bilan alors faites-vous de sa gestion, de Félix Tshisekedi bien sûr, et du gouvernement des Wario à la tête de ces pays? Madame Adèle, le gouvernement des Warios fait ses pas. Fait ses pas, malgré ça, ce n'est pas facile, mais avec beaucoup de philosophie politique et économique, le gouvernement des Warios donne quand même un regain d'espoir, malgré que la situation que ce gouvernement a héritée est complexe. Et surtout, nous sommes avec l'impératif de Covid, l'impératif de guerre. Vous voyez que certains programmes économiques du gouvernement sont mis en attente par rapport aux urgences. C'est là au moins la contrainte, mais pour le gouvernement de Sama Lukonde, il y a quelque chose qui va bien, quand même sur les normes internationales. Dernièrement, hier, le Fonds monétaire international a été là. Voilà. Merci pour... Quand même, ils ont donné quand même des points. Il y a une normalisation. Et c'est Raphaël Bolikango, secrétaire général du parti Pouna. Merci pour cet éclairage. Vital Kamerhe a été acquitté par la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Vous réagissez comment par rapport à cette décision? Bon, je ne peux qu'accueillir la décision de la justice. Des accusations qui pesaient sur lui dans l'affaire dite de son jour. Ah, madame, nous sommes toujours dans la procédure juridique. Les juges ont leur indépendance, ils sont inamovibles. Donc, nous ne pouvons pas nous dédire de la décision de justice, que ce soit pour, que ce soit contre, mais la décision de justice doit mettre tout le monde d'accord. On courbe les chines, mais je pense aussi vraiment Monsieur Vital Kamerhe, le président de l'UNC, il a quelque chose d'important dans ce pays. Et vraiment, je l'appuie. Je pense qu'ils vont retourner, de bonne entente avec le chef de l'État, parce qu'il est toujours pour la nation. Et surtout avec les problèmes de l'Est, je sais que le président Vital Kamerhe connaît bien les contours de cette guerre de l'Est et il sait au moins des tuyaux, des voies de sortie. 2 semaines après l'acquittement, Vital Kamerhe a été reçu par le chef de l'État. Et c'est un peu de réfléchir ensemble. Vital Kamerhe est allé voir le chef de l'État. Martin Fayulu a échangé avec Matata Ponyo. Moïse Katumbi avec Joseph Kabila. Ça cache quoi? Vous comprenez ça comment? Madame, nous sommes en politique. À quelques temps de la tenue des élections. Nous sommes en politique, même dans la loi
dans la loi sur le fonctionnement et l'organisation des partis politiques, dans son exposé des motifs, on dit bien que le regroupement, ce sont des associations qui se font. Ça ne sera pas facile en 2023 parce que ça, ce sont des alliances. C'est toujours provisoire. Moi, par intérêt, oui, ce sont des alliances pour. Ça peut se fondre et se défendre à tout moment. Donc, ce sont des compromis provisoires. Là, je ne peux pas marteler là-dessus. Ces alliances ne vont pas fragiliser la candidature de Félix Tshisekedi. Si Moïse Katumbi s'accordait, s'attendait, s'arrangeait avec Joseph Kabila, et Matata Pogno avec l'opposant Martin Fayoulou, je ne sous-estime personne. Risque d'être très faible. Je ne sous-estime aucune strate. Je ne sous-estime aucun segment. Segment Fayoulou, segment Kamoïse, segment Félix. Je ne sous-estime. Il faut revoir vos calculs, vous, les alliés de l'IDPS, afin que vous ne soyez pas surpris en 2023 à l'allure où les alliances sont scellées. Nous le savons. Nous sommes conséquents. Nous sommes conséquents. Nous vivons aussi la société au quotidien. Nous sommes conséquents par rapport au combat politique, aux élections qui viennent. Vous avez posé cette question sachant que vous êtes secrétaire permanent des FPAI, Force et Alliés à l'IDPS. Je vous dis qu'au niveau de notre plateforme Force Politique et Sociale... En sa tête, Laurent Batoumona. Évidemment, Diataba, Laurent Batoumona est là. Vous savez qu'il a été aussi directeur national adjoint des élections qui a emporté le président Fachi. Il faut changer ou améliorer les stratégies. Sinon, Diataba, ou comme vous le dites, vous risquez d'être piétiné. Hein? Non. Au niveau des forces politiques et sociales, qui est composé des partis politiques et des associations, chacun dans son coin est en train d'aménager afin d'affronter, comme nous le Puna, dans nos provinces où nous sommes viables, nous faisons mienne cette élection qui arrive à bon point. Par ailleurs, je vous dirais que nous, le Puna, nous avons apporté, parce qu'au niveau même des élections de 2018, notre autorité morale, Élisée Bokoumana Maposo, c'est le seul candidat de l'alliance UDPS et alliés au niveau du Grand Équateur. Pour vous dire que nous, le Puna, nous sommes en train de marquer nos pas à travers le Grand Équateur. J'étais là à Mongala, je repars maintenant en province de l'Équateur, je vais aller au Tchouapa. Les nouvelles qui me viennent sont vraiment encourageantes et je vais me faire une descente là sur place. Je vais faire même le haut-ouélé. Je vous dis que au niveau présidentiel, nous, le Puna, nous allons apporter les voix de nos électeurs, de nos militants pour soutenir et pour que le président Félix Tshisekedi soit réélu. Les rumeurs courent. Vital Kamerhe, Premier ministre, ça sent le remaniement. Madame, si c'est un choix, si c'est le choix du chef de l'État de nommer président Vital Kamerhe de l'UNC comme Premier ministre, mais il n'y a pas de problème, parce que s'il avait des problèmes avec la justice, ça s'était éteint. Là, on comprend directement pourquoi il a été blanchi. Il est libre. Non, blanchi. Le chef de l'État... Je ne sais pas s'il a été blanchi, je sais que la justice a rendu... Parce que Vital Kamerhe est très influent à l'est de la RDC. Pour ne pas perdre l'est de la RDC, alors il faut s'arranger avec... S'il faut faire des alliances avec les ennemis, ça vaut la peine pourvu qu'on puisse conquérir l'est de la RDC. Non, le président Kamerhe n'est pas un ennemi. Surtout sa partie nord. Bon. La partie nord-est du pays. Il y a des ennemis, comme vous le dites, mais par rapport Parce que la partie sud-est du pays, on voit Moïse Katumbi qui est influent. Oui. Et Joseph Kabila vient de lui tendre la main. Et ça deviendra très difficile pour le chef de l'État. Madame, nous ne craignons pas cette alliance provisoire-là. Si on parle de l'Est, nous avons Vital Kamerhe avec UNC, nous avons Bahati avec AFDC. Donc je vous dis que de ce côté-là, les alliances que Félix Tshisekedi est en train de nouer et de renouer, et ça démontre que nous sommes une force battante pour les élections qui arrivent. Je vous dis que Kamerhe n'est pas ennemi, n'est pas un adversaire, c'est un partenaire politique. S'il a eu des démêlés au niveau de la justice l'a acquitté, il revient à la maison. Si votre enfant était condamné et après avoir été libéré de la prison,
Est-ce que vous l'avez pu le recevoir à la maison? Voilà. Le chef de l'État et le père de la nation. Monsieur Bolikango, nous venons là d'épuiser toutes les minutes imparties à cette émission. Votre message en particulier par rapport à tout ce qu'on a dit et par rapport à ce qui nous a échappé? D'abord, au niveau de mon parti, le Parti de l'Unité nationale, j'appelle tous les militants, tous les effectifs, les membres effectifs et tous les sympathisants d'être autour de notre autorité morale, Élisée Bokoumana Maposo, l'actuel vice-ministre du budget, et du comité directeur que je suis en train de conduire, pour que nous tenons bon, pour que aux prochaines élections, nous ayons un poids numérique politique conséquent afin d'agréer, de rendre agréable notre parti. Au niveau de la nation, je demande à tous les Congolais, notre parti dit Parti de l'Unité nationale, j'invoque toute la population d'être unanime, être unie pour que nous luttons avec cette force négative de Rwanda et de Ouganda pour que nous protégeons nos 2345 000 km². Voilà. C'est notre fierté nationale. Voilà, c'est la fin de cette émission, le rendez-vous que vous aimez bien suivre avec attention et intérêt. Une opportunité bien offerte par la chaîne de référence Antena. Antena qui vous remercie de prime abord amplement d'avoir suivi cette émission. Nous vous remercions vous aussi, vous fidèles téléspectateurs. Nous remercions les preneurs de vue. Nous remercions notre invité pour sa disponibilité toujours, M. Raphaël Bolikango, secrétaire général du Parti Puna, dont l'autorité morale est Mme Élisée Bokoumwana, vice-ministre. Monsieur Élisée Bokoumwana. Excusez, Monsieur Élisée Bokoumwana, vice-ministre du budget. Si vous avez aimé cette émission et que vous l'avez pris en cours, la rediffusion se demain à 12h30 heure de Kinshasa. Une très belle soirée à tous et chacun.